Une montre d'aventure à 30 000 € est-elle meilleure qu'une montre à 100 €? C'est une question qui revient en permanence quand j'écris à propos de montres d'exploration automatique dépassant un certain tarif. Mais une G-Shock, elle ferait pas mieux le boulot pour beaucoup moins cher? Cette question revient aussi sous forme de remarques, voire de reproches parfois. Mais faut arrêter de parler de montres aussi chères, rien de mieux qu'une G-Shock. C'est un sujet vaste et complexe, aussi vais-je faire de mon mieux pour y répondre le plus objectivement et le plus précisément possible. Vous l'avez sans doute vu dans le titre, j'ai pris des exemples extrêmes afin de pousser le raisonnement jusqu'au bout. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Calibre. Installez-vous confortablement pendant que je vous guide dans le monde merveilleux des Toolwatch d'exception. Je tiens à préciser d'emblée un point qui me semble d'une importance capitale, sauf cas extrêmement exceptionnel, un explorateur n'achète jamais sa montre. Si celle-ci fait bel et bien partie intégrante du matériel de base de l'explorateur, principalement polaire, je vous encourage d'ailleurs à voir la vidéo sur la Rolex Explorer que j'ai tournée il y a quelques temps et qui explique la nécessité de porter une montre en expédition, elle occupe cependant une place particulière. Il faut bien se rendre compte des liens extrêmement étroits qui lient le monde de l'exploration à celui de l'horlogerie. L'histoire de ces deux univers se croise à de multiples reprises. S'il est difficile de trouver des informations fiables quant au garde-temps accompagnant les explorateurs de la fin du 19e et du tout début du 20e, tout change dès 1927. Afin de prouver l'étanchéité de son Oyster perpétual, Rolex l'installe au poignet de la britannique Mercedes Gleitze pour sa désormais célèbre traversée de la Manche à la nage. Avec cette réussite, incroyable pour l'époque, naît ce que la marque à la couronne appellera plus tard les témoignages Rolex. On connaît aussi l'histoire de la naissance de l'Explorer et son rapport avec la conquête de l'Everest ou le lien qui unissait la Submariner et la Comex. Le modèle le plus populaire chez Omega est très certainement la Speedmaster qui doit grandement son succès grâce à sa place de choix dans l'histoire de l'exploration spatiale. Mike Horn et Panerai sont indissociables à chacune des expéditions du Suisse et je vous invite à voir la vidéo d'ailleurs qui en parle. À chaque aventure pionnière de l'histoire moderne, une montre est liée. Ces exemples pour vous expliquer donc que le lien entre les deux univers est immuable. Dans une grande majorité des cas, et c'est un point extrêmement important, cette relation s'établit sous la forme de partenariat et de dotation. Le prix d'une montre rentre donc finalement peu en considération quand il s'agit de la choisir pour vous accompagner en exploration par exemple. Un explorateur n'achètera pas une montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros en lieu et place de son duvet, de son réchaud ou de sa tente par exemple, soyons bien clairs là-dessus. Ce type d'expédition est une aubaine pour les marques horlogères, au-delà du succès marketing que peuvent connaître la Rolex Explorer et la Speedmaster de chez Omega grâce à leur filiation. Ces explorations sont des tests grandeur nature pour leurs produits, souvent dans des conditions parmi les plus extrêmes de la planète. Des conditions qui ne peuvent pas être reproduites en laboratoire, peu importe les efforts mis en place par les maisons horlogères. Ce point étant précisé, on peut passer à la suite du raisonnement. Est-ce qu'une montre à 30 000 € a sa place au poignet d'un type en train d'affronter l'impitoyable environnement du plus haut sommet du monde? Et, encore mieux, est-ce qu'une montre à 100 € serait plus performante? Les réponses évidentes sont oui et oui. Maintenant, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour des réponses évidentes. La montre commercialisée par Vacheron Constantin à partir du prototype développé pour l'ascension de l'Everest de 2019 de Cory Richards, un immense alpiniste et photographe d'aventure, porte le nom d'Overseas Dual Time Everest et coûte un peu plus de 30 000 € pour le modèle de base. La version chronographe ajoute 6 000 € au total. Cette montre a bien évidemment sa place sur le toit du monde, elle a été développée spécifiquement pour et ses caractéristiques sont impressionnantes. Vacheron Constantin y mélange l'acier et le titane, notamment pour la lunette, la couronne et les boutons poussoirs afin d'augmenter la résistance à la corrosion tout en allégeant l'ensemble. Le prototype est lui fabriqué entièrement en titane. Le boîtier offre un diamètre de 41 mm pour 12,8 mm d'épaisseur. Les deux modèles affichent une résistance à l'eau jusqu'à 150 mètres, un verre saphir et une tolérance accrue aux champs magnétiques. Les aiguilles sont bien entendu recouvertes de Super Luminova, bleu en l'occurrence. Le mouvement qui fait battre le cœur de ce garde-temps est tout aussi exceptionnel. Pour la version Dual Time, Vacheron Constantin a développé un calibre manufacture aux petits oignons, le 5110 DT2. Un mouvement automatique à 37 rubis qui oscille à 28 800 battements par heure et qui propose 60 heures de réserve de marche. Le rotor est remplacé par une magnifique masse oscillante en or rose 22K arborant une gravure de l'Everest basée sur une photographie de, vous l'avez deviné, Cory Richards. Grâce à un fond de boîte saphir, nous pouvons apprécier pleinement l'époustouflante finition de ce mouvement. Ce calibre maison permet de suivre un second fuseau horaire à l'aide d'une quatrième aiguille. Plutôt qu'un système GMT 24 heures, Vacheron Constantin a choisi d'apposer un indicateur AM-PM sur le cadran. Une aiguille indique la date dans un sous-cadran rond à 6 heures. La date est réglée à l'aide du second bouton poussoir situé à 4 heures. Le garde-temps est proposé sur deux bracelets, un cordura gris paré de surpiqûres orange et doublé en veau nubuck et un caoutchouc
ou gris. Si on prend un peu de recul, la montre est impeccable. La lunette à 6 pans évoquant la croix de Malte, le cadran à grain gris, l'alternance de satiné, de poli et de micro-billets pour les finitions, la touche de orange apportée par 2 aiguilles qui rehaussent le tout, bref, c'est élégant, c'est beau et ça respire l'aventure. Vacheron Constantin parvient avec cette Overseas Everest à évoquer à notre subconscient les grands espaces, le dépassement de soi, le combat contre les éléments. Maintenant que je vous ai présenté le modèle, retour à notre sujet principal. Est-ce que cette montre est meilleure qu'une G-Shock à 100 € par exemple? J'ai choisi comme exemple un classique absolu, la DW5600E 1VER, 99 € sur le site officiel de Casio Europe. Pour un prix aussi abordable, qu'est-ce que vous pouvez espérer obtenir? Évidemment, ici pas de mouvement automatique, un bon vieux quartz, moins cher, moins luxueux, moins organique, mais aussi plus précis. Résistance à l'eau, 200 mètres, c'est déjà 50 mètres de mieux que la Vacheron Constantin. Le boîtier en résine offre une résistance devenue légendaire au choc, comme aux vibrations. Certainement bien plus que le boîtier parfaitement fini de l'Overseas. Côté fonctionnalité, la japonaise n'est pas non plus en reste. Alarme multiple, bip horaire, cadran rétro-éclairé, calendrier automatique, format 12 ou 24 heures, chronomètre précis au centième, compte à rebours, bref, la liste n'en finit plus. Mettons ces deux modèles en perspective et propulsons-les dans le monde réel. Vous partez tenter l'ascension de l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées. 2 jours avant le départ, vous préparez vos affaires. Vous avez votre tente, votre duvet, votre réchaud, votre couteau, vos crampons, votre piolet, votre corde, votre lampe frontale, et j'en passe. Vient l'heure de choisir votre montre. Est-ce que vous prenez la Vacheron Constantin à 30 000 € ou la G-Shock à 100 €? Celle que vous choisirez sera le bon choix dans tous les cas, y a pas de piège. Il existe une expression qui dit « le bon couteau de survie, c'est celui que l'on porte sur soi ». Ce dicton s'applique très largement ici. La bonne montre d'aventure, c'est celle que vous aurez au poignet pendant votre aventure. Je sais, vous êtes déçus parce que j'élude et je réponds pas à la question posée en préambule. Ne vous inquiétez pas, j'y viens, promis. Si personnellement je devais choisir avant cette ascension entre nos deux héroïnes du jour, je choisirais sans hésiter la G-Shock. Une alarme me sera bien plus utile le matin dans la tente pour me réveiller pendant la fenêtre météo me permettant l'ascension qu'une masse oscillante en or rose aussi magnifique soit-elle. Si je suis dans une situation extrême, l'alternance de poli, de satiné et de micro-billets dans les finitions de ma montre, je m'en fous royalement. La résistance de la G-Shock aux rayures comme au choc permet d'oublier qu'elle est là, peu importe ce qu'on va lui faire endurer. Si vous portez une montre qui a le prix d'une belle berline ou d'un prêt étudiant au poignet, elle devient un poids qui influe sur vos mouvements, ce qui fait d'ailleurs écho aux personnes qui enlèvent leur submariner avant d'aller à l'eau. La bonne montre d'aventure, c'est celle que vous portez sans scrupule, qui vous offre assez de fonctionnalités pour être un véritable outil dans votre kit d'explorateur. En 2019, j'ai marché 3000 km à travers le Canada en plein hiver. Les températures descendaient jusqu'à -30, -40 et parfois même -50. J'affrontais quasi quotidiennement des blizzards, des tempêtes de neige et j'en passe. Ces conditions terribles ont eu raison d'une bonne partie de mon équipement, notamment un réchaud développé spécifiquement pour des expéditions de ce type. Pendant toute la durée de l'aventure, soit 5 mois, je portais une G-Shock Rangeman au poignet qui datait de l'époque où j'exerçais comme ambulancier pour le SAMU. Je vous présente la montre aujourd'hui, vous pourriez presque penser qu'elle est neuve, vous seriez loin de vous imaginer qu'elle a subi un traitement si violent. À quelques exceptions notables, notamment à partir de -35 où le cadran n'affichait plus rien, elle s'est portée comme un charme tout au long de cette expédition. Une montre à 30 000 € n'aurait pas mieux fait, j'en suis certain. Aujourd'hui je porte une Oleg & Weiss C1000 au cours de toutes mes aventures. C'est une montre suisse animée par un ETA 2824-2. Je l'ai notamment portée lors d'une expédition en Laponie l'hiver dernier, et malgré les -25 degrés, les tempêtes et les chutes extrêmement violentes, parfois directement sur le saphir d'ailleurs, elle n'a pas dévié d'une seconde et présente très peu de cicatrices de ces événements. La question étant, est-ce que je regrette ma G-Shock, qui avait plus de fonctionnalités, un thermomètre, un altimètre et j'en passe, et qui était certainement plus solide? Pas une seule seconde. La raison est simple. Nous, les amateurs de montres, sommes une race bien à part. Les capacités d'une montre importent, certes, ses fonctionnalités aussi, mais nous recherchons bien plus que ça. Nous voulons développer une relation spéciale, unique avec notre garde-temps. Nous aspirons à raconter une histoire à travers elle. Et quoi de mieux, quoi de plus organique qu'un mouvement mécanique pour ça? Chacun de vos coups de piolet, de vos mouvements de bâton dans la neige donne vie à cet objet sur votre poignet. Et c'est comme ça que nous créons un lien indéfectible avec un objet qui pour certains n'est qu'un bijou, mais qui pour nous est bien plus que ça. Des exemples de montres mécaniques capables d'endurer les conditions les plus extrêmes de la planète sont pléthores. Macorn et ses Panora édition spéciale qui bravent l'Antarctique, le K2, la traversée du pôle Nord, la ZRC Nord Aventure d'Alban Michon qui a plongé sous la banquise dans le Grand Nord canadien, la Speedmaster de Reynolds Messner qui a conquis l'Antarctique, et j'en passe. Une grande majorité des G-Shock affichent une résistance à des températures jusqu'à -20 degrés Celsius. Je peux vous assurer que lors d'une expédition polaire, -20 c'est une belle journée bien chaude. Si vous prévoyez de partir pour une exploration polaire donc, une montre mécanique proposant une huile spéciale température extrême dans le mouvement sera plus adaptée. On peut même prendre un exemple totalement fou et dénué de sens, l'Astronomia Everest de Jacob & Co. Une montre qui affiche un prix tout bonnement assassin de 884 800 $, en référence aux 8848 mètres du mont Everest. Non, les très riches n'ont pas les mêmes considérations que nous. Une montre portée par Johan Ernest Nilsson, célèbre explorateur suédois lors d'une ascension de l'Himalaya. Il déclare que même à 6200 mètres d'altitude et par -30 degrés, la montre se portait comme un charme. Maintenant,
Reste à savoir si une montre coûtant le prix d'une maison au Cap Ferré a vraiment sa place dans un milieu aussi rude, simple et primitif que celui de l'exploration. Mais je parle ici de cas extrêmes d'un pourcentage très faible de la population et de l'utilisation faite d'une montre. Quand on pense montre d'aventure pour le grand public, on pense à de la randonnée, du kayak, de la plongée loisir ou peut-être de l'alpinisme. Dans ce contexte-là, une G-Shock fera bien mieux le travail que n'importe quelle montre de luxe. Encore une fois, le plus important c'est la relation que vous établissez avec votre garde-temps et l'histoire qu'elle raconte. À la fin, c'est absolument tout ce qui compte.